L'équilibre général en concurrence parfaite, deuxième partie. Sur quoi portent les hypothèses du modèle? Elles définissent la structure du modèle. Les hypothèses décrivent donc comment fonctionne l'économie simplifiée sous forme d'équations que l'on appelle un modèle. Elles spécifient en particulier les caractéristiques des entités qui constituent le modèle, donc le producteur et le consommateur que vous avez vu en première année, des entités qui sont échangées ou produites dans le modèle, on pourra les appeler les biens, et des modalités d'interaction entre les agents économiques qui composent le modèle, et donc ceci correspond à l'organisation des échanges, mais aussi à ce que l'on peut appeler des institutions qui composent l'économie. Par la suite, nous allons nous attarder sur ce dernier point, car l'équilibre général de concurrence parfaite décrit implicitement une organisation des échanges très particulière. Quelle est cette organisation des échanges? Eh bien, elle n'est pas toujours clairement expliquée aux étudiants dans les manuels. Elle est implicitement contenue dans la structure des équations du modèle. Les néoclassiques sont partisans de l'individualisme méthodologique, vous le savez sans doute. Donc, dans cette vision de l'économie, dans cette vision méthodologique, la société est censée résulter, elle est censée être produite par l'interaction entre les composants de cette société, entre les individus. Donc, les individus préexistent à la société et la société émerge des interactions individuelles. Pourtant, les néoclassiques sont amenés à faire l'hypothèse que les individus ne font des échanges que s'ils le désirent. Ceci correspond à l'hypothèse d'échange volontaire. Eh bien, ce n'est pas anodin parce que cette hypothèse elle est censée s'imposer aux individus, sinon elle ne servirait à rien, et donc elle ne peut pas logiquement être le résultat de leur action. Ainsi, la société, dans ce modèle finalement, préexiste aux individus, ici sous la forme de cette règle très simple, ce qui est contradictoire avec l'individualisme méthodologique, et donc ça c'est un problème constant dans la théorie néoclassique, c'est au fond l'impossibilité d'un individualisme méthodologique radical. Cette hypothèse de l'échange volontaire, elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante pour décrire la manière dont se font les échanges. Du monopole bilatéral à la concurrence parfaite. Admettons que les individus n'échangent que s'ils le désirent. Ce n'est pas si évident, soit dit au passage. Quand il y a échange entre deux parties, c'est que pour chacune d'elles, il y a un gain à l'échange. Comment ce gain à l'échange se partage-t-il entre les deux parties? Une analyse poussée de cette question montre qu'il y a une infinité de solutions possibles pour partager ces gains. Et on peut mener cette analyse notamment à partir du monopole bilatéral. Pour lever cette indétermination, il faut une hypothèse supplémentaire qui permette de définir une procédure de partage des gains à l'échange. Par exemple, une théorie de la valeur, ou sinon quelque chose qui définisse une organisation sociale des échanges. C'est exactement ce que fait l'hypothèse de la concurrence parfaite dans la théorie néoclassique. Elle définit une organisation sociale des échanges. Parlons maintenant de la concurrence parfaite. La concurrence parfaite correspond à un ensemble d'hypothèses qui réglementent les comportements des individus et leurs relations. La procédure a lieu en deux temps. D'abord, recherche du prix qui équilibre les quantités offertes et demandées. Autrement dit, il n'y a pas d'échange hors équilibre. Puis, une fois que le prix d'équilibre est trouvé, permutation ou circulation des biens entre offreurs et demandeurs. Il y a un prix unique, c'est-à-dire qu'il existe pour chaque bien, un prix unique qui est visible par tous. Et les agents sont preneurs de prix, c'est-à-dire price takers, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les agents pensent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes agir sur le prix, quelle que soit la quantité qu'ils offrent ou qu'ils demandent. D'accord ? Et ça, c'est l'une des grandes idées de la concurrence parfaite. Sinon, si les agents agissent sur le prix, eh bien, à ce moment-là, on est dans une théorie du monopole. En tout cas, c'est comme ça qu'on se représente les choses au début de la théorie néoclassique. Et donc, il n'y a pas d'échange direct entre les agents économiques,
Sinon, il y a une indétermination. La concurrence parfaite, un système centralisé. Si personne ne fixe les prix, si donc tout le monde est price taker, et si personne n'échange avec personne directement, qui fixe les prix? Qui procède à la permutation et à la circulation des biens? Tout ceci ne peut avoir lieu que si une entité centrale s'en occupe. Ainsi, l'hypothèse de concurrence parfaite repose implicitement sur l'idée qu'il y a une sorte de commissaire-priseur qui s'occupe de tout ça. Mais alors que fait le commissaire-priseur? Il collecte les informations sur les quantités offertes et demandées, il les confronte et recherche les prix qui permettent d'égaliser ces quantités offertes et demandées. C'est donc un centre vers lequel converge l'information en provenance des individus et d'où provient l'information sur les prix. Idem pour la circulation des biens. Une fois l'équilibre trouvé, le commissaire-priseur centralise les quantités offertes et les répartit entre les demandeurs. De la concurrence parfaite à l'équilibre général de concurrence parfaite. On parle de l'équilibre général de concurrence parfaite et pas simplement de la concurrence parfaite, dès lors que l'on se réfère non pas à un seul bien, mais à un ensemble de biens censés définir l'économie. Dans ce cas, les quantités offertes et demandées pour chaque bien dépendent des quantités offertes et demandées pour les autres biens. L'équilibre général de concurrence parfaite décrit donc un système complètement centralisé et planifié. Ceci ne correspond pas à l'idée que l'on se fait habituellement de l'économie de marché, qui se caractérise notamment par la décentralisation des décisions d'offre et de demande et par des échanges qui ont lieu hors équilibre, car la loi du prix unique ne s'applique pas.